Premier épisode du mois de février 2017, c'est le 109e épisode des Technos. Et donc pour ce 109e épisode des Technos, nous avons avec nous de ce côté-ci Marc, salut Marc, et puis de celui-là, de ce côté-là, nous avons Bruno plutôt. Oh là là, ça y est, je suis reparti comme l'année passée, je confonds les Bruno et les Benoît. C'est bien Bruno que nous avons avec nous pour passer en revue l'actualité technologique de cette semaine, l'actualité telle que eux, bien entendu, l'ont perçue durant tout au long de cette semaine. On va voir ça dans le détail dans un instant. Mais avant cela, Marc me le faisait à juste titre remarquer. Nous avons le courrier des auditeurs cette semaine. On en a eu plusieurs messages dans différents sujets. Chaque fois, je pense qu'on a essayé de répondre en ligne, ou ça n'appelait pas nécessairement de réponse immédiate en tout cas, ou d'autres que nous y ont répondu, parce que ça peut aussi vous entraider entre vous. Je parle des commentaires, bien entendu, en regard des articles sur le blog lestechno.be, mais également et surtout, sans doute, sur la chaîne YouTube, en regard des vidéos. On a retenu quand même, Marc, un message, c'est à propos du Chromebook et du hors-série que tu nous avais proposé au sujet du Chromebook. Je te laisse poser la question, tiens, puisque c'est toi qui l'as lu. Il faut vraiment tout faire ici. Ah bah oui, voilà, je suis désolé. Ok, donc c'est Loïc Durand qui, effectivement, sur la vidéo du hors-série, nous demande si le Chromebook supporte l'assistance vocale TalkBack d'Android. Et j'avais promis à Loïc que j'allais jeter un petit coup d'œil et lui répondre dans ce numéro. Donc voilà, Loïc, j'ai jeté un coup d'œil, effectivement. Alors, TalkBack tel quel n'est pas supporté, je pense. Par contre, il y a un paquet de fonctions d'accessibilité qui sont implémentées dans le Chromebook. Et en fait, pour y accéder, c'est très simple. Une fois que le Chromebook est lancé, il faut simplement accéder à son profil, auquel on accède en cliquant sur la petite icône en bas à droite qui représente son nom, ou bien en faisant Alt-Shift-S, on accède aux settings. Là, en accédant aux settings avancés, il y a toute une nouvelle section accessibilité qui va se mettre en place, où il y a toutes les options, dont une qui s'appelle ChromeVox, qui correspond grosso modo à ce que fait TalkBack, c'est-à-dire il va donner un feedback parlé de tous les éléments qui se trouvent sur l'écran. Et je le répète, il y a encore d'autres éléments qui sont là, les sticky keys, le hide contrast, le tap dragging, enfin voilà, il y a moyen de faire. Parce que notre ami, c'est toujours utile de le signaler, je pense que c'est lui, parce qu'on a eu plusieurs messages, et non-voyant, je pense, il utilise... je crois que c'est lui, oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est vrai que c'est super important, on met ça à chaque fois, et chaque fois, moi, je me permets de mettre en avant, quand c'est possible, ce genre d'éléments, que ces outils sont adaptés également aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et ça, c'est vraiment super important, effectivement, de donner accès à tout le monde, à l'outil informatique, parce que sinon, là, on serait vraiment totalement isolé du monde. On se met deux secondes à votre place si c'est possible, évidemment, et c'est pas évident. Et donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a donc des possibilités. Peut-être falloir se faire aider parce qu'il y a du chipotage, mais une fois que c'est en place, ça devrait fonctionner correctement. Si je dis pas de bêtises, hein, Marc. Normalement, ça devrait, effectivement. D'accord. J'avoue que je l'ai pas testé en détail, mais bon, le ChromeVox effectivement renvoie déjà un feedback visuel sur les éléments qui sont sur l'écran. La seule chose, par contre, sur laquelle je ne l'ai pas testé du tout, c'est le fait de savoir si le feedback est localisé. D'accord. S'il est en français, sur un système en français, etc. Ah oui, ça c'est quand même c'est important aussi, mais enfin, ça se vérifie assez rapidement, a priori. Ça s'entend bien, effectivement, je pense. Ok, bon, on peut entamer notre abécédaire avec la lettre A comme Apple, si vous le voulez bien, puisque on va parler beaucoup d'Apple, enfin pas beaucoup, mais essentiellement dans cette première partie de Apple, parce qu'il y a pas mal d'actualités en ce qui concerne Apple. Apple qui rejoint le groupe de travail pour une intelligence artificielle éthique, Marc. Oui, en fait, le groupe en question s'appelle le Partnership on AI. Et en fait, c'est un groupement qui a été lancé en septembre dernier et qui regroupe les grands noms de l'IT. Donc, on trouve dedans Google, IBM, Facebook, Microsoft, Amazon, d'autres sociétés qui sont spécialisées également sur le développement de l'intelligence artificielle. Et le but de ces groupements est de mettre en place des structures d'études qui vont analyser dans les domaines de l'éthique, de la justice, de la confidentialité, de la fiabilité, du traitement des données personnelles, quels sont les impacts qu'une intelligence artificielle ou des applications qui sont en forte croissance justement sur base d'intelligence artificielle restreinte ou plus évoluée vont avoir sur notre quotidien. Alors,
Apple a rejoint ce groupement en tant que membre fondateur, donc ça veut dire en mettant la main à la poche, comme c'est classique. Par contre, on ne connaît pas encore aujourd'hui en détail les motivations qui ont poussé Apple. Alors, est-ce que Apple veut simplement se faire de la promo à bon prix ? Bon, on n'a pas donné de précision sur le montant qui a été versé pour faire partie de ce petit cercle. Ou est-ce qu'Apple, comme d'autres grands noms, comme par exemple Stephen Hawking, considère que ou Elon Musk considère que l'avènement de l'intelligence artificielle sera la dernière singularité à laquelle l'espèce humaine va assister, et où on se dirigerait vers un scénario à la Skynet, ou pire, au scénario à le basilic de Rocco. Si vous ne connaissez pas, je vous enjoins à regarder sur Google, c'est croquignolé comme truc. Imaginez simplement, sans rentrer dans le détail, une intelligence artificielle assez intelligente et assez évoluée, que pour se venger, en ressuscitant des morts virtuellement, donc en ressuscitant les personnes qui ne l'ont pas aidé à accéder plus vite à la conscience, qui sont mortes, mais elle les ressuscite de la mort virtuellement pour les torturer. D'accord. C'est le basilic du Rocco. C'est assez marrant, c'est assez croquignolé. On pourra mettre une vidéo, il y en a une magnifique. Ça a l'air marrant. C'est marrant. Il y en a une magnifique qui traîne sur YouTube, qui est très très bien faite, avec des fondements scientifiques et des explications tout à fait rationnelles. Si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires, on vous la mettra, c'est sympa. Donc voilà. Effet d'annonce, moussage marketing, réelle volonté de participer à cette quelque part quand même réflexion passionnante sur ce que l'intelligence artificielle, l'intelligence non humaine quelque part va apporter à l'humanité et peut apporter comme bénéfice pour faire progresser l'humanité. Bah, je suppose que comme d'habitude, affaire à suivre. Affaire à suivre et débat, ça c'est clair que à ce niveau-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi aussi en ce qui concerne l'intelligence artificielle, des gens qui paniquent déjà en se disant oulala, effectivement Terminator c'est pour demain, et puis d'autres qui s'en réjouissent, qui se disent ah ben voilà, on va pouvoir faire des trucs intéressants à différents niveaux. Donc comme on disait, affaire à suivre. Bruno, on reste dans le chapitre d'Apple puisqu'il s'agissait d'Apple. Apple entend équiper son prochain MacBook d'une puce ARM, mais pas pour remplacer la puce Intel, d'après ce que j'ai bien compris. Pas encore. Je pense que c'est dans de bons chemins. En fait, ils vont utiliser, ils vont avoir leur propre puce ARM, qui est donc une puce qui en principe consomme moins que les puces Intel, pour des applications en état de veille, donc ce qu'ils appellent le power nap. Donc, quand l'écran est rabattu sur les MacBooks, donc il y a des fonctionnalités qui sautent en fond de tâche, comme aller checker des mails, mettre à jour telle et telle application. Donc tout ça serait pris en charge par cette puce dédiée qui consommerait beaucoup moins que la puce Intel, et donc ça aurait un effet favorable sur l'autonomie des MacBooks. De là à ce que cette puce-là ou une autre puce remplace le processeur principal, il n'y a qu'un pas. Donc les processeurs ARM qu'il y a dans les iPhones, dans les iPads sont même maintenant vraiment à la hauteur de ce que fait Intel, beaucoup moins gourmand en consommation. Donc voilà, ils préparent le terrain à mon avis pour aller dans cette direction-là, pour se séparer d'Intel, de ce grand fondeur. On avait déjà évoqué ça, il me semble, Marc, il y a quelques semaines, voire quelques mois, cette possibilité de changer de crèmerie, comme on dit, pour Apple, de passer d'Intel à ARM. Non seulement c'était une possibilité, mais comme dit Bruno, c'est un mouvement stratégique qui aurait tout son sens, dans la mesure où, premièrement, on sait que Apple est déjà impliqué, même s'il n'est pas un fondeur lui-même, est impliqué de manière extrêmement poussée dans la conception de ses processeurs, donc toute la série A qui équipe effectivement les iPhones, les iPads, mais également que tous ces systèmes d'exploitation, que ce soit macOS ou iOS, ou même watchOS, sont optimisés à des points qui n'ont pas d'équivalent, à mon sens, dans les autres écosystèmes, pour justement tirer le maximum de performance et de bénéfices de l'architecture en place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à performance brute égale, un processeur A10 n'est pas aussi puissant qu'un processeur Intel en Core i5 ou en Core i7, tout en offrant
sur les appareils concernés des réserves de puissance qui sont proportionnellement beaucoup plus importantes. D'accord. C'est de l'optimisation poussée vraiment dans ces derniers retranchements. Et avoir sa propre ligne de processeur dans tout son matériel lui donnerait vraiment un contrôle total sur son écosystème. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il dépend encore de quelques fournisseurs externes, notamment de Samsung, etc. Moins gourmand aussi, le processeur ARM, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, c'est un des grands enjeux actuellement en informatique, c'est la consommation électrique. Donc là aussi, il y aurait une vraie raison de passer à ARM. Quand tu parlais, Bruno, de tâches qui se produisent pendant que l'écran est fermé sur les MacBook Pro, entre autres, ça veut dire aussi que le MacBook va moins consommer que ce qu'il consomme actuellement, ou il va quand même consommer un petit peu plus, puisqu'il va faire des tâches qu'il ne faisait pas auparavant. Non, il va consommer moins parce que là, il fait déjà des tâches en power nap, mais il utilise le processeur Intel. D'accord. Donc, qui lui est plus gourmand. Même s'il est dans un mode low energy, il va quand même consommer encore moins que ce processeur-là. Donc, il va faire les mêmes tâches, voire d'autres, parce qu'il pourra en faire d'autres, tout en gardant une consommation réduite, très réduite. D'accord. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. On reste chez toi, Bruno, pour parler encore d'Apple. On avait dit qu'on avait un petit chapitre un petit peu plus long que d'habitude sur Apple. Et c'est presque ton chapitre habituel. Tout va bien. Exactement. C'est ça. Oui, tout va très très bien pour Apple. Et c'est pour ça qu'ils investissent dans l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont de l'argent. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de faire en fait un trimestre record au niveau des ventes d'iPhone. Alors que tout le monde se disait, oui, l'iPhone, c'est devenu trop banal, les gens veulent de la nouveauté. Et bien, figurez-vous qu'ils ont vendu, dans le trimestre écoulé, plus de 78 millions d'iPhone. Donc, ils n'ont jamais autant vendu d'iPhone qu'en ce moment. Et c'est à nouveau l'iPhone 7 Plus qui apparaît comme sorti du lot, mais ils annoncent pas de chiffres exacts sur la différenciation entre le 7 et le 7 Plus. Donc on ne saura pas dire exactement quelle est la proportion de l'un et de l'autre. Ils ont annoncé dans la foulée tous les autres chiffres du trimestre. En gros, on sait que l'iPad est toujours en perte de puissance, et ça fait depuis 12 trimestres qu'il est en perte de puissance, donc ça commence à devenir assez inquiétant pour Apple. Il faut qu'il sorte quelque chose de nouveau au niveau des tablettes. Par contre, la vente des Macs s'est stabilisée, aura même un petit peu augmenté en un an et passé à 5,4 millions de Macs vendus dans son trimestre-là. Et on est, juste pour citer les chiffres, on est à 13 millions d'iPad vendus dans le trimestre. Donc, quand tu parles des Macs, voilà. C'est essentiellement les portables, les MacBook et les MacBook Pro. Parce que du côté de la gamme iMac, Mac Pro, Mac Mini, il n'y a pas eu énormément d'évolution durant l'année 2016. Non, il n'y a pas eu d'évolution du tout. Et les gens attendent maintenant un renouveau en 2017 de la gamme iMac, voire Mac, mais je pense pas qu'il y aura une évolution de là, à moins qu'ils fassent vraiment... qu'ils éliminent ce produit de leur catalogue et se concentrent sur les iMac et sur les MacBook. Il y a une possibilité pour qu'ils arrêtent la production du Mac Pro, destiné aux professionnels ? Je pense que oui, parce que le Mac Pro tel qu'il est là en l'état ne peut plus être considéré comme un Mac Pro pour les professionnels parce qu'il n'est pas à la hauteur. Ouais. Donc même les iMac sont quasi plus performants. Ils sont plus performants si on les équipe comme il faut que les Mac Pro. Oui, parce qu'ils sont sur des vieux Xeon un peu passés de mode, alors que les iMac ont quand même évolué. Enfin, le chipset a évolué quand même progressivement. Oui, il y a quand même eu toujours une évolution et voilà ça. Mais effectivement, comme Marc a dit, le fort d'Apple, c'est l'optimisation de tout le contexte, effectivement, hardware, software et processeur. Donc voilà, même si un Mac n'évolue pas techniquement comme font les PC sous Windows, les performances sont quand même à la hauteur. Sauf que voilà, les pros demandent vraiment beaucoup plus. Voilà, juste pour compléter un petit peu les chiffres, le business d'Apple sur iTunes a augmenté de 18%. On en avait déjà parlé que les apps se vendaient très bien, pardon, et a augmenté à 7,2 billions, donc milliards de dollars sur ce trimestre-là. Donc ce qui est simplement phénoménal.
Donc, tout va bien chez Apple. Tout va bien. C'est bien de le dire. On peut passer à la lettre B. Hein. On a terminé, on a dit du bien en plus. Donc, on peut passer à la lettre B comme bad buzz. Ah, ça, c'est pas de bol. Bruno, on reste chez toi pour parler du bad buzz d'Uber qui profite de quoi ? De quoi s'est-il passé donc ? En fait, grâce aux annonces de nouveau président américain Trump, qui bloque donc les frontières aux ressortissants de 7 pays dans le monde, les taxis new-yorkais avaient décidé de faire grève à JFK, à l'aéroport principal JFK. Suite à cette annonce de grève, Uber a eu la bonne idée de dire voilà, nous on continue à travailler et on baisse les prix. En gros, c'est voilà. Donc les internautes, enfin tous les Américains qui utilisent Uber, on considère ça comme une annonce pro-Trump finalement. Et là, on a vu pas mal de célébrités et tout le monde un peu posté sur Twitter surtout avec le hashtag Delete Uber. Des gens qui montraient qu'ils étaient en train d'effacer l'application Uber de leur smartphone. Et donc, forcément, ça a profité aux concurrents directs de Uber, qui est Lyft. Donc, on n'est pas très bien dans nos contrées, mais voilà, on en parle moins qu'Uber. Mais là, on va en parler parce que Lyft a tout simplement pris la première place de l'App Store grâce à cette malencontreuse annonce d'Uber. Lyft, on a profité pour faire donation d'1 million de dollars à une association pour les réfugiés. Donc, ils ont profité du buzz encore un petit peu plus. Uber a essayé de s'excuser, mais le mal a été fait. Donc, voilà. Donc, les gens sont en train de passer à Lyft. Est-ce que ça va avoir un impact sur Uber Est-ce que ça durera ? Est-ce que l'impact durera ou pas ? Parce qu'on sait, on sait que la mémoire, des fois... Je voyais Marc faire non de la tête. Oh non, on va pas se fâcher, on va pas parler politique, mais je trouve ce genre de réaction d'une puérilité atterrante. Soit. Oui, enfin bon, ça c'est chacun qui voit. Qu'on soit d'accord avec le programme de Trump ou pas, je trouve ce genre de réaction vraiment puérile. D'accord. Voilà, simplement. C'était ma réflexion. Ok. On passe à la suite. On peut passer à la suite. Moi, je ne dis rien dans ces cas-là. D comme drone, si vous voulez bien. C'est vrai qu'il y a eu des informations concernant ces appareils-là. Marc, on commence peut-être avec... alors, c'est écrit petit... Self-Fly. C'est ça. Self-Fly, qui est évidemment, comme vous l'aurez deviné, un jeu de mots basé sur selfie et sur fly. Et en fait, le Self-Fly est... Alors, vous savez, depuis que vous suivez ce podcast, que j'aime bien trouver des trucs assez improbables, qui à la limite pourraient figurer dans le what the fuck, mais là, encore une fois, je suis tombé dessus tout à fait par hasard, et je suis tombé grosso modo sur un drone / coque de smartphone. D'accord. Donc c'est assez improbable pour figurer dans notre podcast. C'est un projet Kickstarter. On vous a déjà parlé de Kickstarter des dizaines de fois. Alors, le truc existe déjà. Kickstarter, en fait, c'est parce qu'ils veulent collecter des fonds pour améliorer le concept et pour le doter de fonctionnalités qu'il n'a pas encore. Mais grosso modo, le Self-Fly, c'est quoi ? C'est une grosse coque pour votre smartphone, dans lequel est intégré un petit drone, tout petit, tout mignon, le bidule est comme ça, avec une caméra, 720p, je pense, ou 1080, je sais pas. Non, c'est un capteur de 8 mégapixels, voilà, capable de prendre jusqu'à 30 images par seconde et de capturer des clips vidéo en Full HD. Très bien. Okay. Le truc se pilote par smartphone et le concept, c'est vous êtes n'importe où, vous sortez votre téléphone, vous déclipsez le smartphone qui est inclus dans la coque, et vous le lâchez. Alors le truc a une autonomie de 5 minutes pour l'instant, et le but avoué du bidule, c'est de prendre un selfie. D'accord. Tout bêtement. Donc plutôt que d'avoir votre perche à selfie qui fait chier tout le monde, et qui vous empêche d'entrer dans les musées ou de plus en plus... aller avec un drone dans un musée, je doute quand même que ça puisse aller. Hein. Pour l'instant, l'effet de surprise permettra de le faire. Après, probablement que les vigiles seront là avec des fusils à pompe pour dégommer le truc. Ou des filets à papier. Voilà. Voilà, et oui, c'est moins violent. Et donc, la raison pour laquelle le projet se retrouve sur Kickstarter aujourd'hui, c'est parce que la société qui est derrière le bidule cherche à collecter 125 000 $ pour doter l'appareil de fonctionnalités de reconnaissance faciale avancées. D'accord. Donc, en fait, à la volée, le truc pourrait se balader autour de vous, détecter que c'est vous et automatiquement prendre les photos sous le meilleur angle, etc. L'autre avantage du bidule, parce qu'il existe déjà d'autres drones qui sont dédiés aux selfies,
Notamment, il y a un truc que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle le Over Camera Passport, quand même la bagatelle de $700. Ici, le Selfly, il coûtera $140. D'accord. Petit bidule, pas cher, sympa. Je ne vais pas en acheter un parce que de toute façon, pour l'instant, ça requiert d'avoir un iPhone. J'ai pas d'iPhone, mais je jetterai un coup d'œil de temps en temps parce que je suis curieux de voir si ce truc va arriver à son but. Et puis, suffisamment petit que pour ne pas nécessiter de licence ou d'autorisations diverses et variées. Exactement. Ce truc, apparemment, est assimilé à un hélicoptère télécommandé d'intérieur et donc ne nécessite aucune licence. Alors, si vous suivez le lien qu'on vous a mis, il y a une vidéo de présentation qui est assez sympa. Encore une fois, on ne sait pas si c'est du marketing, si ça a été manipulé, si c'est vraiment du vrai footage, mais c'est sympa. Les liens, on vous le rappelle, sont sur lestechno.be. On regarde de l'article et de la vidéo et du podcast, en quelque sorte, qu'on vous propose chaque semaine. On vous met toutes les sources qu'on a trouvées concernant les sujets dont on vous parle. Et à vous, après, à aller explorer, si vous voulez aller plus loin dans la démarche et éventuellement trouver quelques réponses aux questions que vous vous posez et auxquelles nous n'aurions pas répondu dans ce podcast. On reste à Decom Drone, Bruno, pour parler de GoPro. On se rappelle de leur appareil qu'ils nous avaient proposé l'année dernière. Ils ont dû le retirer du marché, et là, manifestement, les choses se décoincent. Oui, donc c'est le drone GoPro Carbon. Donc ils ont trouvé les raisons du problème technique. Donc c'était un problème de baisse de tension soudaine au niveau de la batterie. Donc par une simple modification d'une fixation de la batterie, ça a aidé à résoudre le problème. Apparemment, ils avaient écoulé 2500 unités quand même. Ils les avaient toutes rappelées, et là ils ont mis en commercialisation à nouveau le drone, mais uniquement aux États-Unis. Donc à voir s'il va vite être revendu en Europe et dans le reste du monde. Je pense que s'ils ont bien trouvé le problème, ça devrait pas poser de problème, parce que les Américains sont quand même assez stricts là-dessus. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. Donc on rappelle juste que c'est un drone qui est pliable aussi, qui a la taille à peu près d'un clavier, on va dire, et qui est vendu au prix de 870 €, qui n'intègre pas de caméra. Donc c'est une caméra, ça, on utilise les caméras GoPro qu'on va fixer dessus. Oui, mais qui a quand même le gimbal qui est intégré, lui, par contre. Le support de la caméra stabilisé, lui, il est intégré. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a même moyen de l'externaliser du drone à l'aide d'une poignée et de s'en servir comme d'un gimbal classique, genre Osmo, etc. Voilà, exactement. C'est ça l'avantage. Donc il a la batterie qui est donc l'élément qui était en cause, fait quand même 5100 mAh. Donc ça lui donne une bonne autonomie, au plus d'être pliable et facilement transportable. Ouais. On va voir comment ça va suivre pour GoPro, qui s'était lancé dans ce domaine un peu balbutiant du drone. On peut rappeler que dans ce même contexte, il y a Parrot qui ont fait aussi pas mal de drones, qui a réduit son effectif effectivement, construisant, dans le développement du drone, parce que le marché ne décollait pas. Ouais. C'est le cas de le dire. Ouais. Par contre, ça a bien décollé pour DJI, le concurrent direct en fait de GoPro à l'heure actuelle sur un appareil distinct. Eux, ils en ont vendu. Je pense que j'ai plus la référence en tête, mais c'était un appareil qui est sorti à peu près dans une semaine ou 2 semaines avant ou après GoPro, et donc ils ont même peut-être un petit peu précipité la sortie de l'un ou de l'autre, je ne sais plus. Et donc eux, à mon avis, ils en ont vendu quelques-uns, parce que il y avait un choix entre l'un et l'autre. Ils avaient des avantages et des inconvénients l'un et l'autre. On en avait parlé d'ailleurs ici avec Xavier à l'époque, et je pense que là, du coup, les gens ont fait leur choix pour le cadeau de Noël. Ils se sont précipités vers celui qui était forcément disponible. Les drones et tout ça, c'est un truc qu'on aime bien. En général, on suit ça d'assez près dans les technos. On peut passer à la lettre F, si vous voulez bien. F comme Facebook. Il s'est passé quelque chose du côté de chez Facebook cette semaine. Facebook qui est en train de trouver un nouvel angle, une nouvelle façon de rentrer dans les foyers, en quelque sorte. Oui, on le voyait venir, effectivement, comme ils misent beaucoup sur la vidéo. Ils vont attaquer effectivement le domaine de la télé dans nos salons par le biais d'apps dédiées, comme sur l'Apple TV et autres qui vont suivre. Donc là, ils vont miser effectivement beaucoup sur les vidéos dédiées et sur la publicité. Donc moyen d'avoir un nouveau revenu. Facebook en ce moment développe beaucoup, ça marche très bien, ça se passe très bien pour Facebook aussi. Monsieur, bonne nouvelle. Voilà, j'ai que des bonnes nouvelles. Voilà.
On aime bien Facebook avec ses avantages, ses inconvénients, mais ils ont d'autres produits. On va parler plus tard d'un de leurs produits qu'ils ont racheté, mais ils ont le vent en poupe en ce moment, Facebook. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner comme application. Je vais essayer d'avoir une preview de l'application sur l'Apple TV, vu que j'ai des comptes développeurs de ce côté-là aussi. Mais je pense que ça va pas trop changer de ce qu'on a l'habitude de voir sur nos desktops. Ouais, c'est ça. Un mélange tablette desktop, mais bon, optimisé pour l'utilisation sur la télé. Ouais. Un petit peu comme fait YouTube, enfin Google avec YouTube, avec des applications genre Chromecast, etc., qui permettent de streamer la vidéo sur un écran déporté ou sur un grand écran. Justement, tiens, on parlait de Google, on passe à la lettre G comme Google, Marc, pour parler de Gmail. C'est vrai qu'on parle pas souvent de cet outil que tout le monde, enfin, je dis tout le monde, c'est pas vrai, que beaucoup de monde utilise, mais énormément de monde utilise. C'est la boîte de messagerie Gmail, qui permet d'envoyer des très gros fichiers, des petits fichiers, des fichiers de toutes sortes, sauf certains fichiers. Et c'est justement de cela dont il est question cette semaine. Ouais, il y a en fait certains fichiers qui posent d'une manière ou d'une autre des problèmes de sécurité. Un exe, par exemple. Un exe, par exemple, un .bat, un .sh pour un shell Linux. Et il y a un nouveau type de fichier qui commence à poser de plus en plus de problèmes, ce sont les fichiers JavaScript. Oui. De plus en plus d'attaques de phishing se déroulent par le biais de fichiers JavaScript qui sont accessibles, qui sont envoyés par des mails. Et qui sont exécutables dans le browser, en fait. Et qui sont exécutables dans le browser. Et d'ailleurs, si vous restez avec nous un peu plus tard, on va vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Parce qu'on s'est amusé à déconstruire une saloperie qui tourne pour le moment. D'accord. Et qui tourne justement à partir d'un script JavaScript. Alors, donc, ce que Google a fait, c'est qu'ils ont décidé que depuis ou à partir du 13 février, je crois, les fichiers JavaScript n'auront plus droit de citer dans les mails. Et donc, qu'ils soient envoyés tels quels ou qu'ils soient envoyés dans des fichiers compressés, donc des zip, des gz ou même encore des tar. Ça passera pas non plus. Ça passera pas non plus. D'accord. Donc il faudra les renommer ou les encapsuler avec des zips dans des zips, je ne sais pas. Mais de toute façon, n'oubliez, envoyer un zip en plain, c'est fini. On pouvait déjà plus le faire avec d'autres fichiers. Il y a même des plateformes de chat où envoyer un JS, c'est mort. Hein, donc, même renommer, je pense que ça passe pas. Il faut le renommer et le zipper à ce moment-là ou quelque chose comme ça, parce que même le renommer en TXT, la combine ne marche plus depuis longtemps, je pense. Et alors, si ça vous intéresse, il y a quand même un paquet de formats de fichiers qui sont refusés encore aujourd'hui, pour le moment. Les fichiers .bat, les fichiers .cmd, donc les fichiers de commande sous Windows, les exe, les .hta, c'est-à-dire des packages HTML où vous avez images, pages, JS, tout bundlé dans un seul package. Les fichiers Java, les jar, les économiseurs d'écran, donc les fichiers .vb, les VBS, donc voilà. Oui. Énormément de fichiers sont interdits à partir du moment où ils posent un problème potentiel. Et pour ça, Google recommande simplement de passer par des services externes comme Google Drive, soit des services tiers comme Dropbox, Box, etc. Voilà. Donc l'idée, ce serait de mettre le fichier JS sur Google Drive, et puis après on peut partager le lien en fait avec qui on veut, quoi. Mais il reste exécutable. Ouais. Il reste exécutable. Et là, par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est que inquiétant pour les gens qui vont se dire que Google va fouiller partout, c'est que les outils de Google sont également capables de détecter les attachments frauduleux ou posant problème dans des archives protégées par mot de passe. Ben oui. Donc ça pose aussi question sur la confidentialité des contenus. Hein. Des fois, on peut être étonné comme ça. Donc dites-vous bien, si vous utilisez un produit gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et voilà, comme toujours, effectivement, c'est bien de le rappeler également. Je me rappelle aussi qu'on ne pouvait pas, à un moment donné, je pense que c'est toujours le cas, envoyer des MP3 avec Gmail. Non, j'ai jamais essayé. Il y a d'autres sites pour ça. Oui, c'est ça. Mais bon, je me rappelle que quelqu'un, parce qu'on peut envoyer de gros volumes avec Gmail, avait envoyé un MP3, il était resté bloqué à la porte d'entrée. Bref, on peut passer, si vous le voulez bien, à la lettre I comme IOTA. Et là, c'est Bruno qui va reprendre sa casquette de monsieur véhicule électrique. Hein. Rappelons que c'est par cette porte-là que tu es rentré chez les technos. C'est en nous parlant de véhicules électriques, puisque ça, c'est vraiment ton boulot. Pour le coup, IOTA, c'est la nouvelle monoroue qui débarque sur le marché prochainement, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est un projet Kickstarter lancé par SoloWheel et Inventix. En fait, SoloWheel étant la marque qui commercialise les produits
inventé par Inventix. Inventix, c'est un inventeur qui avait à l'époque inventé donc la monoroue. Donc c'est lui qui a vraiment inventé le concept, mais qui par la suite a aussi inventé le concept d'overboard. Ah oui, c'est donc lui le aussi. overtracks. Oui. Donc c'est lui aussi, il a toujours très rapidement été copié par les Chinois. Bien entendu, lui-même est chinois. Mais bon, il a été copié par les Chinois rapidement. Ils ont amélioré le produit parce que tant le solo wheel que l'overtrack sont des produits novateurs, mais perfectibles. Un peu casse-gueule, le mono. Très très cher. Oui, les overboards sont un petit peu casse-gueule. Les monoroues sont un peu difficiles à apprendre, mais pas impossible. Hein. C'est comme apprendre à faire du vélo. Je le répète, je vous invite à revoir nos hors-séries sur les véhicules électriques. Donc là, il a inventé pas une nouvelle monoroue, parce qu'en fait, c'est pas une roue, mais c'est une monoroue, une duo-roue, on va dire, avec 2 roues parallèles, mais au milieu. Donc entre les hanches, si vous avez l'image, vous comprendrez. Mais c'est comme une monoroue électrique. On a des plateformes pour les pieds à gauche et à droite. Au lieu d'avoir une seule roue au milieu, on en a 2. Mais par contre, elles sont beaucoup plus petites, ce qui facilite un petit peu l'apprentissage parce qu'on aura beaucoup moins de soucis sur l'apprentissage. C'est plus équilibré, c'est ça ? Voilà, pour pouvoir trouver l'équilibre, c'est ça qui fait que l'utilisation d'une monoroue est compliquée au début surtout. Une fois qu'on a le déclic dans sa tête, ça se passe très bien. C'est comme apprendre à faire du vélo, je le répète. Là, donc, ça va faciliter l'apprentissage de cette duo-roue, on va l'appeler. L'autre avantage, c'est que c'est un produit très compact, très petit, donc facilement transportable, beaucoup plus transportable qu'une monoroue qui pèse généralement entre 15 et 20 kilos. Donc, à bout de bras, ça commence à peser. Après, c'est des véhicules, donc on est plus dessus qu'en train de le porter. Mais il y a quand même des endroits où on ne peut pas le porter. On ne peut pas être dessus, on doit le porter. Donc là, ils se sont dit, on va lancer un projet Kickstarter pour financer un petit peu tout ça et pour faire un petit peu le buzz. L'idée est bonne, mais par contre, pourquoi avoir cette idée-là alors que beaucoup de Chinois l'ont déjà eu avant lui ? C'est un peu bizarre. Donc là, ils essayent de lancer un projet avec leur nom alors qu'il y a déjà des concurrents qui ont eu cette idée avant. Mais c'est souvent, ça arrive souvent. On va dire qu'une société qui innove beaucoup, à un moment donné, se retrouve un petit peu à la traîne et est un petit peu obligée de courir après les concurrents, non ? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Il y a un retournement de situation un petit peu particulier, quoi. Ils sont un petit peu à la traîne, ils doivent inventer les nouveaux produits. Là, sur ce coup, à part le fait que c'est un produit un peu plus compact, je vois pas trop ce qu'il apporte de nouveau. Mais après, c'est la marque. C'est la marque qui a inventé le concept de la monoroue. Donc, le projet est déjà financé. Alors, on enregistre. Donc, on est à 127 000 $. Mais ils avaient un but assez modeste de 50 000 $. Donc, il est déjà dépassé. C'est vraiment pour tester le concept, ça, parce que. Tout à fait. Je pense qu'avec 50 000 $, il va pas très loin, quoi. Je veux dire, ils vont pas très loin, mais voilà. Donc, ça va aboutir, voilà. Je connais des gens qui ont eu le prototype sous la main, qui ont pu le tester, et voilà, ils parlent d'un vrai prototype, donc on va voir comment sera le produit final. Mais peut-être que ça va un peu démocratiser justement les monoroues, les duo-roues dans ce cas-ci, grâce à un apprentissage plus facile, effectivement. L'idée ici, c'est ça reste... Pardon. Non, tu parlais de monoroue, duo-roue. Moi, quand j'ai vu l'image, j'ai tout de suite pensé à ces scooters, je pense que c'est justement MP3 qui s'appelle, avec 2 roues à l'avant, je sais pas si tu vois, c'est un peu le même genre, hein, avec quoi, une garantie d'adhérence aussi peut-être meilleure et des choses comme ça. Enfin voilà, c'est 2 c'est mieux que 1. Oui, en principe 2 roues ou 3 roues, 4 roues, plus 4 roues, mieux c'est. Donc effectivement, 2 roues, ça donne plus de stabilité, ça c'est clair. Mais ici, vraiment, le vrai avantage, c'est l'apprentissage vraiment en quelques secondes par rapport à quelques heures sur les vrais monoroues. Voilà. Je pense que c'est un truc, on pourrait essayer parce que il a déjà souvent changé d'avis. Mais je pense que Marc, on le verra pas sur un monoroue. Pas tout de suite, en tout cas. Hein, faut jamais dire jamais. Ah oui, c'est vrai. Il avait dit jamais pour les montres, les montres connectées. J'en ai plus. Et moi, on n'en a plus. Mais tu as eu un passage. J'ai eu un passage et j'ai toujours
Ouais, quelque part, l'envie de monter sur un truc pareil, mais pour l'instant, disons que l'instinct de conservation est plus fort. C'est ça, oui. Mais oui, vient un moment où on est un petit peu plus prudent. C'est l'âge aidant. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Bon, allez, on passe à la lettre J. J comme jeu, voilà. C'est plutôt comme ça. J comme jeu, Marc. On parle de Founder. C'est quoi, un simulateur de quoi, de start-up, en fait? C'est ça, c'est rigolo. Ouais, exactement. Toujours dans le domaine des trucs improbables. Ouais. Non, c'est un jeu, en fait, imaginez ça comme The Sims. Ouais. Mais dédié à la création et la gestion de votre start-up dans la Silicon Valley. Alors, c'est un jeu entièrement online pour le moment, qui lui aussi vient d'un financement par Kickstarter. À l'origine de ça, il y a un concepteur de jeux vidéo qui s'appelle Francis Tseng, qui a levé, pas beaucoup, $8,000 sur 5,000 qu'il demandait. Il a réussi à faire un truc qui est, alors à première vue, ça a l'air de rien, mais c'est profond comme pas possible. Donc grosso modo, The Founder vous propose de prendre les commandes d'une start-up. Alors au début, quand vous vous lancez, vous avez le choix entre l'implantation de votre start-up, New York, Boston, Silicon Valley, les trucs classiques. Vous avez le choix de la composition de l'équipe de base, c'est-à-dire vous déterminez vos compétences, si vous êtes plus coding, marketing, sales, etc. Et votre cofondateur, parce qu'il y a un cofondateur qui est imposé, et lui sera alors l'autre pendant, l'autre sales, l'autre marketing, ou alors simplement un type qui allonge les bifetons et c'est tout. C'est ça. Mais lui, il est virtuel. Il est virtuel, absolument, parce que pour l'instant, le jeu ne fonctionne qu'en mono-utilisateur. Le concepteur a dit que s'il atteignait un certain stade au niveau du financement, il le passera en multi-utilisateur. Et donc, une fois que vous avez défini les paramètres de base, vous choisissez votre produit. Pour commencer, vous n'avez le choix que de 2 produits. Vous avez soit un e-commerce, soit un réseau social. Et là, déjà, on se rend compte que plus qu'un jeu, c'est une satire. Ah oui. C'est une satire de la Silicon Valley. Et pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que finalement, quelle que soit la manière dont vous allez jouer, j'ai déjà passé quelques heures dessus, c'est assez marrant, quelle que soit la manière dont vous allez jouer, vous allez finalement avoir peu de liberté dans la manière de gérer les choses. Vous allez avoir énormément de liberté dans les innovations que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir énormément de liberté dans la stratégie que vous voulez mettre en place, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le réseautage, que ce soit dans le PR, que ce soit dans le légal. Voilà, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Mais finalement, la seule chose qui compte, c'est est-ce que le conseil d'administration est content ? Oui, et est-ce que vous, en tant que fondateur, vous avez garanti votre place ? Et plus les choses avancent, plus vous vous rendez compte que vous allez forcément, à un moment, si vous prenez le pli, vous allez dépasser un seuil, et que ce seuil va vous permettre, au bout d'un certain nombre d'heures de jeu, d'arriver à une situation de monopole. Parce que vous aurez inondé tous les marchés, vous aurez saturé le marché avec tous vos produits, et vous arriverez finalement à devoir développer les trucs les plus dingues possibles pour continuer à pouvoir innover. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, le motto du jeu, c'est « Innovate or die ». Oui, c'est ça. Et c'est le message du board « Innovate or die », to sell. Et donc, quelque part, c'est pour ça que ce jeu se veut avant tout une satire extrêmement bien faite, extrêmement ludique de la Silicon Valley, parce qu'il reproduit ce phénomène qui vise à observer qu'aujourd'hui, trop d'innovation, et parfois dans des secteurs les plus farfelus possibles, a tué l'innovation et qu'on n'a plus de véritable révolution. Oui, ça fait des années qu'on attend un acteur capable de nous apporter le nouvel iPhone. On ne le voit pas arriver. Ça fait quelques années qu'on a vu l'acteur qui nous a apporté la Tesla. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment mainstream d'avoir une voiture électrique qui roule tout seul. Ils vont tous en sortir une. Et donc, l'un dans l'autre, voilà, c'est vraiment savoureux. Si vous avez jamais été dans le domaine de la start-up, si vous avez fait partie d'une start-up, vous allez vous retrouver, vous allez hurler de rire, franchement, parce qu'il y a des situations qui sont hilarantes. Et alors, au-dessus, vous avez donc ce petit compteur qui vous dit le board est content, le board est pas content, vous avez sauvé votre tête, vous n'avez pas sauvé votre tête. Et alors, depuis lors, tu veux un compteur comme ça sur ton PC au bureau ? Non, pas du tout, parce que franchement, le fait d'être passé dans la vraie vie, cofondateur de start-up, en avoir mis une sur les routes, et honnêtement, sans vouloir nous jeter des fleurs à CB à moi, elle tourne pas trop mal. Non, voilà, on a appris à relativiser sur beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai qu'en ayant joué à ce jeu au tout début, on aurait probablement eu beaucoup plus d'illusions sur ce qui nous attendait. D'accord, oui. Est-ce que ça peut être encourageant ou décevant pour celui qui s'y essaye sans avoir, lui, par contre, créé quoi que ce soit auparavant ?
Alors, comme beaucoup de jeux de simulation, mais encore une fois, je ne suis pas un gamer endurci, mais je trouve que ce genre de jeu demande un certain recul. C'est ça, oui. Ne pas être pris trop au pied de la lettre. Évidemment, il ne faut pas croire que c'est parce que vous allez jouer à un shoot 'em up que vous allez sortir 10 minutes après avec un katana et commencer à slicer dans tout le monde. Ça, oui. Non, ce n'est pas parce que vous allez jouer à ce jeu que vous allez devenir le prochain Mark Zuckerberg. Non. Mais par contre, ça vous apporte un regard assez critique, assez cynique sur la réalité du monde entrepreneurial. Et c'est vrai que ça peut vous faire tomber quelques illusions, quelques rêves que vous aviez encore. Moi, je me rappelle qu'à une époque, ça avait même été décrié à un moment donné. Le jeu Monopoly, par exemple, permettait de mettre en évidence certains traits de caractère de gens plus entreprenants que d'autres, ou ayant un sens logique ou un sens de l'économie un peu plus développé que d'autres, même si ça reste un jeu, effectivement, et qu'un hôtel, ce ne sera jamais rouge en plastique, et ça ne fera jamais mal si on marche dessus. Moins qu'un Lego. Ou en tout cas moins qu'un Lego. Mais voilà, est-ce qu'on est dans le même genre de trip, si je puis dire? On est plus ou moins dans le même genre de trip, mais pour situer vraiment le trip dans lequel on est, je voudrais simplement citer l'auteur lui-même du jeu qui dit, en fait, voilà, le but du jeu, c'est de sans cesse continuer à augmenter votre profit. C'est ça, oui. Vous devez, comme le temps passe, réaliser qu'il devient de plus en plus difficile. Comme je viens de le dire, vous allez saturer vos marchés, vous allez saturer vos consommateurs, mais vous devez persister, continuer. Et finalement, cette difficulté exponentielle d'innover va vous faire réaliser que vous allez développer les technologies les plus dingues, les plus futuristes, et vous allez peut-être à ce moment-là finir par réaliser que le monde que vous aurez construit n'est peut-être pas un monde dans lequel vous voudriez vivre. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un petit côté philosophique derrière. Voilà. Il y a, absolument. Parce que déjà, sur le principe de se dire que s'arrêter d'évoluer ou reculer ne fait pas partie des options, si j'ai bien compris, ça laisse quand même peu de place. C'est la manière de voir dans la Silicon Valley aujourd'hui encore. Et même si l'échec est autorisé. Attention, l'échec est non seulement autorisé et dans ce domaine encouragé. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'est impossible d'apprendre sans se casser la gueule. Ça, c'est une constante inaliénable. Ouais. On ne le partage pas dans tous les pays. On est bien placé pour le savoir, hélas. Ou dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais effectivement, l'échec est autorisé. Alors, je n'ai pas encore vu l'échec géré dans le jeu. Peut-être quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, là, le bord des méchants, boum, dehors, casse pas. Ok, mais pour une fois, Marc joue à un jeu vidéo. Oh, pour une fois, non. Non, c'est vrai, j'exagère. Je pensais, quand tu as commencé à parler jeux vidéo, j'ai pensé à un truc qui est revenu. On en avait parlé dans un vieux podcast, il y a très 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 longtemps, avant que ça ne s'appelle Les Technos, avec un garçon qui nous accompagnait, qui lui parlait jeux vidéo et qui était venu avec un jeu vidéo, je ne sais plus ce que c'était. C'était un simulateur de fermier ou un truc du genre avec des tracteurs. Farming Simulator. Et ça revient, ce truc-là. J'en ai entendu reparler dans un autre podcast récemment en Suisse et je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a des séries Z aussi dans les jeux vidéo. Mais attends, les séries Z, tu sais qu'un des jeux sur lesquels mon fils s'est éclaté quand il a reçu sa Shield s'appelait Goat Simulator, un simulateur de chèvre. Il fallait prendre la chèvre, la mettre sur des patins à roulettes, attacher des roquettes. C'était totalement what the fuck. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Enfin, ça peut être rigolo en même temps. C'était défoulant. On a lancé des oiseaux sur des cochons, je te rappelle. Donc, on le fait toujours. Et on le fait encore de temps en temps. À nos heures perdues. Oui, dans les salles d'attente. On peut passer à la lettre L, et c'est encore avec Marc que ça va se passer. L comme lunettes, un truc qui nous intéresse tous les trois dans cet épisode. Ce sont ces lunettes qui ont été présentées, me semble-t-il, au CES, mais dans une version très industrielle, on va dire, qui sont des lunettes avec autofocus. Alors ça, c'est assez incroyable. Ouais, parce que finalement, quand on y réfléchit un peu, le nombre d'innovations qui touchent les lunettes, donc ces petits trucs là qu'on a sur le nez à longueur de temps, il n'y a pas vraiment eu d'innovation marquante ces 50 ou 60 dernières années, à part les verres Varilux. C'est ça. Je veux dire, voilà, il n'y a rien eu de vraiment... Le traitement du verre. Voilà. Les traitements du verre, la réduction de la courbure, le changement de matériaux, passage en verre organique, enfin voilà, soit. L'allègement. Il y a eu des évolutions, mais ce sont des évolutions, il n'y a pas eu de révolution. Et ici, il y a un monsieur qui s'appelle Carlos Mastrangelo, qui est un professeur de sciences, de l'ingénieur et d'informatique, qui a peut-être mis le doigt sur la révolution.
il est atteint de presbytie et il s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de troubles oculaires sont aujourd'hui traités avec des solutions qui datent du XVIIIe siècle, grosso modo. Ouais. Parce que les bases médicales qui traitent aujourd'hui nos affections courantes n'ont pas beaucoup évolué non plus, même si au niveau des techniques chirurgicales, on a fait d'énormes progrès. Oui. Mais il y a un truc qui est toujours chiant quand on est presbyte ou myope et que voilà, c'est ça. Voilà. Ça m'arrive encore plusieurs fois par jour. Il y a toujours un âge où, la cinquantaine, par exemple, on commence à regarder au-dessus ou en dessous de ses lunettes. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, il s'est dit, pourquoi ne pas faire des lunettes qui feraient le point toute seule, comme aujourd'hui dans nos appareils photo, dans nos smartphones, on a des dispositifs optiques qui sont capables de fixer un point et de faire la mise au net directement. Pourquoi ne pas faire la même chose? Et donc il a développé un prototype qui effectivement, si vous voyez l'image là pour l'instant, c'est du brut de décoffrage. Avec ça, tu ressembles à Jean-Pierre Coff dans ses mauvais jours. Mais ça imite grosso modo le fonctionnement de l'œil, le fonctionnement biologique. C'est-à-dire que étant donné que le processus de vieillissement tend à scléroser, à rigidifier le cristallin, celui-ci perd de sa souplesse et donc perd à sa capacité à faire la bonne mise au point. Le bidule qu'il a développé le fait à ta place. Tu fixes quelque chose, non seulement tu es de mise au point, mais en plus tu as un zoom. C'est ça. C'est génialissime. Il fait une mesure. Il fait une mesure, il fait une mise au point. Probablement qu'il y a un capteur. Effectivement, on le voit dans les photos. Il y a un petit capteur entre les verres, donc sur la branche centrale. Genre ultrason, quelque chose comme ça. Genre ultrason, effectivement, qui va envoyer un ping, qui va mesurer la distance et qui va ajuster la courbure des verres. On parle ici d'optique liquide. Je ne sais pas exactement ce que ça représente, j'avoue que je me suis pas... J'avais lu un gel qui réagissait à certains à des courants électriques, effectivement. Ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le prix. Parce que bon, pour l'instant, c'est un prototype brut de décoffrage, vraiment, quand on voit le truc, qui a été présenté au CES, mais le prix actuel du prototype s'établit entre 500 et 1000$. Une bonne paire de verres optiques avec une bonne monture, c'est pas loin de 500€ aujourd'hui. On est même par verre en Varilux. Exactement. Varilux étant une marque, attention. Verre variable, on va dire. Voilà. On n'est pas loin des 400-500€ par verre. Voilà. Ouais. Donc effectivement, quelqu'un qui arriverait à mettre sur le marché une paire de lunettes autofocus dans une gamme de prix qui serait comprise entre 500 et 1000$, comme tu le disais juste avant qu'on commence ce numéro, il mettrait beaucoup de monde au chômage. Oui, c'est ça. Et ça ferait pas mal d'heureux également, parce que ça permettrait, c'est un coût, tu le payes une fois et puis tu es tranquille. Exactement. Pour assez longtemps. L'autre porteur de lunettes, Bruno, qu'est-ce qu'il en pense? Ah, on ne t'entend pas, t'as pas ton micro est éteint. Oui, j'avais éteint le micro parce que j'arrête pas de tousser encore. Oui. Pour pas vous gêner. Non, mais effectivement, il n'y a pas eu de développement, comme Marc l'a bien mentionné, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est temps que la technologie permette d'avoir une révolution dans le monde de la lunette. Et je pense que ça passe par des prototypes comme ça. Après, ils vont miniaturiser jusqu'à ce que ça soit quelque chose de commercialisable. Et si déjà le prix, effectivement, est à hauteur pour un prototype, c'est de bon augure pour le produit qui sera commercialisé, bien entendu. Mais et ça va aider beaucoup de monde. Mais ça va être un vrai choc industriel, quelque part, parce que c'est de nouveau un de ces métiers qui glisse. C'est-à-dire que c'est des fabricants de verre et d'optique qui se voient perdre leur emprise sur un domaine par des électroniciens, des gens qui font aussi de l'optique, mais de manière différente. C'est un petit peu le même genre de choc qu'a eu une boîte comme Kodak, par exemple, où c'était une boîte de chimistes, et il a fallu transformer cette boîte en boîte d'électronique. C'est un petit peu le même genre de basculement, si je dis pas de bêtises. Non, tout à fait, c'est vraiment ça. C'est un shift total, mais avec une réflexion qui repense totalement le positionnement du produit. Et à terme, effectivement, les gros qui effectivement font de l'optique aujourd'hui, Varilux, on les citait, il y en a d'autres qui font de l'optique, il y a Essilor, il y a Zeiss, etc. Soit ils vont racheter les brevets et investir là-dedans, soit ils vont déporter leur production sur d'autres techniques, d'autres technologies. C'est bien que ce genre de truc arrive, non seulement pour nous, consommateurs, parce que ça va nous permettre d'avoir des optiques qui sont plus confortables, plus légères, et comme tu dis, on les achètera une fois, et l'optique va s'adapter à notre vue en permanence, ce sera évolutif, mais ça va permettre effectivement de foutre un bon coup de pied dans la fourmilière et de régénérer cette innovation. On en parlait juste à l'instant avec le jeu, mais c'est un truc qui se fait dans tous les domaines, pas seulement le domaine infotech.
Pas mal. En tout cas, moi, j'avais vu également du coin de l'œil, justement. Cette info, je la trouvais vraiment excellente. Je trouve ça... J'attends avec impatience de voir les premiers modèles commercialisables, parce que là, effectivement, c'est pas très joli. Il faut bien le reconnaître. On passe à la lettre S et on reste avec Marc. Alors là, c'est S, mais S comme saloperie. Voilà, c'est dit. On a démontré que le scam Bipost qui tourne dans les mails ces jours-ci. Donc c'est ce que tu disais en amont sur ce podcast quand on parlait des JS. Vous avez démonté, toi et quelques-uns de tes amis proches. Moi et Sébastien. Voilà. On s'embête comme ça, on démonte. Vous avez l'air de vous embêter. Bref, vous avez trouvé une saloperie. On a trouvé une saloperie. Alors effectivement, resituons un peu le contexte. Il y a dizaine de jours, on a commencé à voir arriver sur Facebook des avertissements. Attention, si vous avez reçu un mail Bipost disant que vous avez un colis qui a été livré, que vous n'étiez pas là, et qu'il faut télécharger un formulaire ne l'ouvrez surtout pas. Oui, c'est ça. Oui. On a vu passer le truc, des trucs comme ça, on en voit passer 13 à la douzaine tous les jours. Et puis on en a reçu un chez nous. Et bon, comme on est taquin, et qu'à ce moment-là, effectivement, entre deux clients, on n'avait pas grand-chose à faire, ça nous arrive parfois, des trous, on s'est dit, si on jouait avec. Alors, on a commencé par déjà simplement aller voir ce qui se trouvait derrière. Donc, autrement dit, le mail renvoie avec un lien vers un domaine. On a commencé à aller voir ce qui se passait derrière. Alors, ça renvoie sur un domaine en cascade. Le domaine renvoie sur un premier domaine, qui renvoie sur un deuxième domaine, qui renvoie sur un troisième domaine, et finalement, on arrive sur un truc qui s'appelle bipostserver.org et qui est enregistré par des Ukrainiens, je pense. Des Ukrainiens, c'est ça que non, des Russes. Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc déjà, peu de chances que Bipost ait une filiale en Russie, mais soit, on ne sait jamais. Et donc là, vous tombez sur une page qui vous propose de télécharger le formulaire en question dans un petit fichier zip. Au passage, les hackers n'avaient pas été tellement précautionneux parce que le serveur sur lequel était hébergée la page en question n'était pas protégeant l'accès direct. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pu aller se balader dans les fichiers, il y en avait que 3, mais on a déjà pu avoir accès à une grosse partie de leur code de source. Parce que derrière, effectivement, ils font du tracking GeoIP, ils font du tracking, ils reprennent tout ce qu'ils peuvent trouver sur les visiteurs, etc., etc. Donc on a déjà récupéré une bonne partie de leur code et on sait où ça allait. Et puis, il y a le paquet lui-même. Alors, le paquet, c'était un script JS, grosso modo, mais, encore une fois, un peu mal foutu, parce que ce script ne s'attaque qu'à Internet Explorer. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui utilise Internet Explorer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le script, alors on va entrer un peu dans un domaine un peu plus technique ici, il s'attaque il nécessite un objet ActiveX, qui n'est supporté que par Internet Explorer. Vous demandez un truc pareil sur Chrome, sur Firefox, sur Vivaldi, sur n'importe quoi, on vous envoie gentiment bouler. Alors, le script, qui est un script JS, était quand même méchamment obfusqué. Alors, obfusqué, c'est quoi ? Si vous avez, pour l'instant, l'image sur votre écran, vous avez à gauche un script. JS, de base, c'est un truc 4 lignes qui fait n'importe quoi, mais c'est un petit script. À droite, vous avez la version obfusquée. Ça ressemblait à ça, mais en pire. C'est une forme de codage. C'est une forme de codage. C'est une forme de cryptage de votre source pour le rendre illisible. Mais pas seulement illisible, comme on prend un code JS, on peut le minifier. Là, c'est aller remplacer le code par des éléments qui sont illisibles à l'être humain. Sauf que, à première vue, c'était illisible, mais le système d'obfuscation était assez évident en fait, et donc on a rapidement pu casser le code et récupérer grosso modo le code source du virus, qui en fait se borne à aller créer quelques objets en mémoire. Il va créer des requêtes MS-XML pour aller se connecter sur des serveurs distants, récupérer les pièces d'un payload, donc d'un package qu'il va stocker en mémoire. Il va ouvrir un fichier sur votre disque dur. Il va donner des accès d'écriture sur ce fichier, il va récupérer le contenu du payload qu'il aura été cherché à droite à gauche, le réassembler, le réinjecter dans le fichier qu'il aura créé et donner des droits d'exécution dessus. Et puis, avec une requête shell, il va exécuter ce truc, tout bêtement. Et derrière, il y a le payload. Et le payload, c'est un ransomware. D'accord. Et le ransomware, on le rappelle, c'est grosso modo une belle saloperie qui va s'installer sur votre machine en Stummling.
Stumeling, c'est un mot belge. Pour nos amis français, n'ayez pas peur. En toute discrétion, je traduis, ça veut dire en toute discrétion. Stumeling. Voilà, Stumeling, c'est bien bruxelaire. Et donc, va s'installer sur votre machine en Stumeling et va commencer à crypter tous vos fichiers les uns après les autres. Et puis, quand il aura atteint un certain seuil critique, il va vous afficher une belle page en disant, voilà, je te l'ai mis profond. Maintenant, si tu veux récupérer tes fichiers, tu payes. Cher. En Bitcoin, s'il te plaît. Bah oui. Et généralement, quand vous êtes arrivé là, c'est foutu. Oui, Quoique, il y a des outils qui permettent de décrypter, de casser les clés du ransomware. Et là, je me permets, charité bien ordonnée commence par soi-même, de vous renvoyer au numéro 106, je pense, où on avait fait mention d'un petit outil qui s'appelle Ransom Free. C'est juste. Où effectivement, vous le laissez en tâche de fond, et on a testé avec celui-ci, il a fait sapin de Noël, tout de suite, etc. Donc il marche bien. D'accord, ben voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu le détail et le code source du méchant bidule, du truc d'inception, on s'est amusé avec Seb à ouvrir un topic sur informaticien.be où on raconte nos petites aventures. On vous renvoie également vers informaticien.be, qui est le site partenaire, en gros, des technos, puisqu'on est également repris, le podcast est également repris dans informaticien.be. Donc là aussi, dans les forums, les commentaires, etc., vous pouvez y aller et vous amuser. Il y a du beau monde, et moyen de... Voilà, ce genre de petites bidouilles-là, par exemple, ils adorent. C'est des informaticiens, Oui, lui de son côté, lui aussi. Oui, lui aussi, mais voilà. Pendant que Marc faisait sa petite analyse, super intéressante, bien entendu, je m'arrête juste sur un petit détail que Marc a cité. Il a dit il n'y a plus grand monde qui utilise Internet Explorer. Je suis allé voir les statistiques nationales et mondiales sur l'utilisation des browsers. En Belgique, figurez-vous qu'il y a quand même encore 11% des gens qui utilisent Internet Explorer, et mondialement, une vingtaine de pourcents. Voilà. Est-ce que, petite question, parce que c'est vrai que cette information-là compte aussi. Est-ce que ça voudrait pas dire que, parce que c'est souvent le cas dans ce genre de code, les gens, les pirates, entre guillemets, vont chercher des bouts de code à gauche, à droite. Est-ce que c'est pas un vieux bout de code, quelque part, qui a été recyclé par un pirate à 2 balles, quoi, quelque part, ou peut-être même un gamin dans sa chambre. Écoute, un vieux bout de code recyclé, je vais te dire qu'à la rigueur, ça pourrait même être un gamin qui a trouvé une liste de sites Onion à aller voir avec Tor, qui a dit j'ai 3 bitcoins, je vais les dépenser pour faire un virus de la mort qui tue, qui a acheté un bout de JS pourri et puis c'est tout. C'est possible, parce que le truc n'était pas franchement tordu. Disons que ça nous a occupé 1 heure, ça nous a amusé. Mais voilà, c'est le truc. Alors effectivement, tu reçois le JS, tu cliques, tu l'ouvres, t'es mort, tu pleures. Pas fort sympathique, on va dire. Non, mais donc effectivement, alors on vous passe les détails. On a fait tourner le truc dans des machines virtuelles qui étaient bloquées, dont le port réseau était verrouillé, qui n'avait un accès via le fichier host que vers le domaine en question pour savoir où aller récupérer. Et on a isolé le virus, on l'a fait tourner dans une sandbox pour être certain qu'il pouvait. On a pris toutes les précautions possibles et imaginables comme en vrai laboratoire, mais hélas, le problème, c'est que la majorité des gens ne va se contenter de cliquer, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, aussi, c'est important, ici c'était avec Bipost, donc c'est la poste belge, en l'occurrence, mais ça peut se passer avec n'importe quelle autre enseigne, entre guillemets, de confiance. Donc, ça se repère quand même assez facilement quand c'est un fake. C'est quand même assez grossier en général, le logo est mal fait, etc. Là, non, mais il y a quand même 2 fautes majeures. La première, c'est que vous devez regarder l'adresse d'expédition. Oui, c'est de toute façon. Oui. Ça, la première chose. Ici, moi, j'en ai encore... parce que ce truc tourne. Donc, moi, j'en ai encore reçu un ce matin chez moi, dans un de mes mails perso. Et effectivement, l'adresse expéditeur, c'est bipost@kilalala.fr. Oui, non, ça c'est mort. Bon, voilà. Donc, déjà, ça c'est mort. Et puis, simplement, si vous avez un fichier dedans, si on vous envoie un fichier zippé, vous jetez d'office. Oui, c'est ça. Si on vous envoie un JPEG, ne l'ouvrez pas. Oui. Si on vous envoie n'importe quoi, il y a un bon réflexe à avoir. Même si vous n'avez pas d'antivirus sur votre machine, vous ouvrez votre browser et vous allez sur un site qui s'appelle VirusTotal. Oui. virustotal.com, et là, vous allez lui uploader le fichier pour lequel vous avez la moindre suspicion. Oui. Vous pouvez uploader des fichiers jusqu'à 64 mégas, c'est déjà pas mal. Et le truc, en fait, le site va passer au crible de 30 ou 40 antivirus différents, le fichier que vous lui avez envoyé. Et donc, en croisant les résultats, vous allez rapidement avoir un ratio qui vous indique si le fichier que vous avez envoyé est une merde ou pas. Oui, c'est ça. Et puis
Le dernier petit truc, c'est que si on vous demande de cliquer sur un lien, regardez où va le lien. Avant de cliquer, vous avez toujours le moyen, en laissant le pointeur de votre souris sur le lien à cliquer, vous allez avoir une indication de l'adresse sur laquelle vous allez être envoyé. Si vous voyez le truc qui vous paraît afficher le moindre exotisme qui soit, backez-le. C'est ça. Et de toute façon, dites-vous, si vous avez le moindre doute, backez-le. Si c'est un truc vraiment important, on vous le renverra. Oui, c'est clair. Et de toute façon, ici, dans le cas présent, les sociétés de transport, etc., ne vous demandent jamais d'ouvrir un fichier pour récupérer votre colis. En général, ils vous renvoient vers leur propre site avec des horaires, des machins comme ça, mais jamais ils ne joignent des fichiers, parce qu'ils savent très bien, eux aussi, que de toute façon, les gens, entre guillemets, ne vont pas nécessairement... vont trouver ça suspect, d'une part, et donc ils vont pas alourdir non plus leur process d'email gratuitement, donc c'est un peu idiot de faire des mails super lourds avec des fichiers joints, etc. Donc voilà. Prudence, hein, comme on dit, dans ces cas-là, je vois toujours le doigt de Marc se lever. Oui, une dernière petite remarque, effectivement, ça mange pas de pain, c'est si vous avez un doute, mais que vous voulez quand même, vous avez quand même le titillement de savoir ce que c'est, si vous avez un iPad, ouvrez-le dedans. Oui. Parce que là, des activistes, des machins, il y a très peu de chances que ça soit très très peu. Très peu de chance, effectivement. Ou alors, si vous êtes un petit peu plus touche à tout, vous montez une petite machine virtuelle quelque part pour tester. En la coupant du réseau. En la coupant du réseau, bien sûr. Pour voir un petit peu ce qui s'y passe et pour auditer un petit peu les process qui se cachent derrière. Bref, là on a fait le tour de cette saloperie. C'était la lettre S. Ça me permet de le dire. Lettre S. Après la lettre S, on passe directement à la lettre V comme vintage, Marc. Et le grand retour après le vinyle de la cassette audio, manifestement. Grand retour. Bon, c'est vite dit. C'est une news qui est passée sur un site, sur Tom's Guide. Elle a été reprise sur 3 autres sites. Donc voilà, en fait, je l'ai incluse aujourd'hui parce que j'aurais voulu avoir, toi, ton avis, parce que toi, tu es vraiment actif dans le domaine de l'audio et tu vois passer des trucs et tu as des sensibilités que nous, on n'a pas forcément sur ce genre de tendance. Mais effectivement, il y a la dernière société qui produit encore des cassettes audio, qui s'appelle NAC, la National Audio Company. Elle est dans le Missouri. Elle a enregistré en moyenne 20% de ses ventes l'année dernière, 20% de ses ventes en plus sur la vente de cassettes audio, et notamment jusqu'à 31% en 2015. Alors, est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de vintage ? Est-ce que c'est vraiment un retour parce que les gens veulent revenir à ce fabuleux système où pour écouter de la musique, il fallait un crayon. Est-ce que les gens sont nostalgiques et veulent absolument pouvoir se la péter en parlant de pleurage, de sentiment et de tout ce qu'on a connu et de comparer les cassettes chromium oxyde avec réduction Dolby B, Dolby Pro X, etc. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un revival ? Je n'ai pas encore vu de groupe ressortir des albums en cassette audio, alors que pour l'instant, des sorties en vinyle, il y a quasi plus de sorties en vinyle que de sorties en CD. Faut être très clair, c'est pour ça que je faisais référence au vinyle, parce que là, effectivement, il y a le support vinyle déjà qui intéresse les gens, pas que les DJ, hein. On dit souvent c'est les DJ, c'est pas que les DJ, les gens qui aiment la musique aiment aussi de temps en temps avoir cet objet en main, parce que ça a une sonorité un peu vintage. Certains trouvent que ça a un meilleur son que le numérique. Ça, c'est un petit peu chacun qui voit. La cassette, je comprends moins, dans le sens où ça n'a jamais été un support extraordinaire en termes de qualité, hein. Tu as cité tous les filtres possibles, imaginables. On a tout essayé avec ce support, avec plus ou moins de succès, il faut le reconnaître aussi. Mais bon, quand tu dis que cette société qui fabrique encore des cassettes aujourd'hui a une augmentation de chiffre d'affaires ou de production de X%, il faut voir X% de quoi ? C'est-à-dire, s'ils en sortent une par an et qu'ils ont ou 2 par an et qu'ils ont 30% d'augmentation, ça fait toujours qu'une cassette qui sorte en plus sur l'année. Ce que je peux comprendre pour le collectionneur, celui qui a, comme sur l'illustration que tu nous as proposé, qui se trouve sur le site Tom's Guide, puisque tu le citais, qui est un vieux Revox par exemple à cassette, qui a cette honorable vieille dame dans sa collection d'appareils vintage, et qu'il a envie de le faire fonctionner, pourquoi pas quelque part. Mais pour en faire un usage quotidien tel qu'on pourrait le faire avec des vinyles, là j'y crois pas trop, hein. Soyons très clairs. Bon, la société en question, alors je suis en train de gratter en même temps pendant que l'on en discute. La société dit que aujourd'hui
On parlait de chiffres. Ils sont quand même, en 2014, ils ont quand même produit 10 millions de cassettes. Il peut y avoir beaucoup de collectionneurs. Non, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, 70% des ventes de la société en matière de cassettes sont des cassettes musicales. Donc, ils vendent à des sociétés, à des éditeurs qui mettent la musique dessus et qui la vendent telle quelle, comme à l'époque. Et le tiers restant, les 30% restants, sont des cassettes vierges. D'accord. Et alors, les plus grosses commandes qu'ils enregistrent viennent de Finlande et de Russie. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est assez marrant. C'est assez inattendu. Ouais. Parce qu'en plus, le support magnétique en tant que tel, que ce soit sous forme de cassette audio, que ce soit sous forme de bande lisse, comme on appelle ça, donc ce qu'on utilisait sur les enregistreurs à bande, ou même en tant que support plus récent, il y a une dizaine d'années, les cassettes digitales, par exemple en audio, on utilisait ce qu'on appelait des cassettes DAT. Le support est fragile. Ça n'a jamais été un support extraordinaire en termes de fiabilité sur le moyen ou le long terme, donc c'est un petit peu particulier. Si vous avez des vieilles cassettes à la maison et que vous avez encore un lecteur qui permet de les lire, si vous avez gardé ces cassettes dans une boîte en carton à la cave depuis 10 ou 15 ans, je vous mets au défi d'avoir quelque chose encore à écouter de correct. En tout cas, il y a beaucoup de matière magnétique qui va rester collée sur la tête de lecture de votre lecteur de cassette, quoi. C'est vraiment pas le support. Et alors, en plus, sur la cassette préenregistrée, alors là j'émets vraiment beaucoup de réserves parce que c'était vraiment si on a préenregistré des cassettes à l'époque, c'était justement pour populariser le produit en tant que cassette audio. On vendait les cassettes audio avec de la musique dessus, comme ça les gens l'achetaient avec déjà quelque chose dessus. C'est seulement après qu'est venue l'idée d'enregistrer dessus des choses nouvelles. Mais l'enregistrement, en plus de ça, l'enregistrement de masse, on va dire, en gros volume sur les cassettes audio, moi j'ai pratiqué ça en son temps, c'est quelque chose qui, on se dit franchement, c'est pas possible que ça sorte encore du son derrière, parce que c'est tellement particulier comme technologie, et peu fiable, et comme je le disais, très très fragile. Donc ça a fait nos belles heures d'audiophile, hein, soyons clairs, à cette époque-là, à défaut d'autre chose. Ok, mais bon, il faut aussi reconnaître qu'il y a une autre utilisation à la cassette. Alors peut-être pas la cassette musicale, quoique si, nous on l'a utilisée aussi pas que pour la musique. Support numérique, oui. Support numérique, et toujours en grattant, en faisant des parallèles avec cette actu, j'ai trouvé quand même qu'en 2015, donc c'est hier quasi, Sony a sorti une cassette numérique qui peut stocker 185 téraoctets. C'est pas impossible, oui. Impossible. Mais ça reste un support avec des moyens mécaniques qui vont autour. Donc le lecteur enregistreur il y a de la mécanique derrière, et donc forcément en termes de fiabilité, ça pose et entretien, etc. Ça pose question. C'est pour des backups à bande ici, grosso modo. Vu cette capacité-là, ça fait quand même 65 millions de MP3. C'est énorme. Je sais pas ce qu'on mettait sur une petite sur les cassettes audio, parce que je me rappelle de ça. C'était 48K, monsieur. C'était 48K qu'on mettait 48K pour les 60 minutes simple face. Pour le VIC-20 ou le Commodore 64, il y avait un lecteur du côté de l'autre marque, le Sinclair, ou le Sinclair également, c'était aussi avec les lecteurs cassettes, et ça passait par le port audio, tout simplement. Et donc, je dois encore avoir quelques cassettes comme ça quelque part. Mais je pense qu'elles seront plus utilisables, parce qu'une fois de plus, c'est des supports qui sont quand même très vieillissants. Pensez par exemple plus récemment à vos bandes VHS, quoi. Les cassettes VHS, vous les utilisez maintenant, elles sont quasi illisibles, et puis qui a envie de les relire, quoi. C'est ça aussi la question. Oui, il faut vraiment de l'abnégation, quoi. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu es collectionneur comme ça de ton côté, Bruno. Tu as encore des vieux souvenirs, vinyles, cassettes, des trucs qui traînent à la cave? Des souvenirs, oui, mais plus d'utilité du tout, parce que je suis passé au digital assez rapidement, et au dématérialisé parmi les premiers. Donc c'est ça. Voilà, je n'ai plus de collection de CD, ni de DVD, ni de cassette VHS. Il doit y avoir une petite cassette VHS qui traîne dans un coin, mais c'est tout. Non, mais le support, c'est un support qui a la bande, le support magnétique a vraiment bien vécu. Hein. Moi, j'ai travaillé avec ce qui était de la marque Nagra pour faire des enregistrements sur bande de qualité. On sortait vraiment de la qualité extraordinaire, mais quand on entend ce qu'on arrive à sortir aujourd'hui avec même un iPhone en termes de qualité sonore, on est quasiment à égalité. Donc les temps changent, ça évolue, la technologie évolue, donc voilà. Mais ça reste de très très belles machines. Il faut bien le reconnaître. Hein. Ça, de ce côté-là, il y a pas photo. On a fait le tour du vintage, c'est bon? Oui. Hein, on a fait parler le vieux con, c'est bon maintenant.
On passe tout de suite. On passe à la lettre W. Non pas comme What the fuck, il n'y en aura pas cette semaine, parce qu'on a un peu abusé, et donc on se calme. Par contre, on va parler de WhatsApp, Bruno. Oui, on va parler de technologie de nos jours. Hein, parce que le moment vintage, c'est passé. Oui. Voilà, non, WhatsApp qui sort pas mal de nouveautés finalement. WhatsApp qui a été racheté par Facebook, justement, on en a parlé plus avant dans le podcast. Ils ont pas mal sorti de nouveautés, donc je les regroupe un petit peu pour vous, pour ceux qui utilisent WhatsApp. WhatsApp est en gros ce que iMessage est à l'iPhone, mais multiplateforme. Donc ça a plus ou moins, et je pense que tout le monde l'a déjà utilisé ou va l'utiliser, remplacer les SMS et les opérateurs en pâtissent effectivement parce qu'ils vendent plus beaucoup de SMS comme ils avaient l'habitude d'en vendre. Donc là, ils font pas mal de nouveautés, notamment les messages hors ligne, c'est-à-dire on peut dorénavant sur les deux plateformes, que ce soit sur iOS ou sur Android, ce qui est déjà le cas il y a plus longtemps, écrire les messages alors qu'on n'est pas connecté. Si on est en itinérance à l'étranger, ça peut bien être pratique. On écrit ces messages et dès qu'on a un petit peu de connectivité, on envoie tous ces messages en une fois. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi la fonctionnalité de pouvoir envoyer un nombre croissant de vidéos ou de photos, donc ça c'est bien utile aussi. On peut effacer ou éditer des messages qui ont été envoyés mais pas encore réceptionnés par la personne ou les personnes qui doivent le réceptionner. Donc ça c'est aussi pratique. Si vous envoyez un SMS, il est parti. Oui, mais là, WhatsApp, vous vous êtes rendu compte que vous avez envoyé l'SMS à votre femme alors que c'était pour votre maîtresse. Oui. Vous pouvez encore le ou votre patron avec signé Je t'embrasse chérie, par exemple. Voilà. Mais la dernière fonctionnalité que je trouve assez intéressante, c'est la possibilité de géolocaliser les utilisateurs. Donc on chatte avec des personnes et on pourra savoir où ces personnes se trouvent automatiquement. Si la personne l'a activé, par défaut ça sera désactivé. On pourra l'activer pour une période ou indéfiniment. Et ça c'est bien pratique parce qu'il y a de nos jours pas mal d'applications qui permettent justement de géolocaliser ses membres de sa famille, ses enfants, pour avoir une sécurité de savoir où sont ces personnes-là. WhatsApp, qui permet finalement de communiquer de nos jours avec tout le monde, permettra aussi bientôt, parce que c'est encore dans le cadre de la bêta, de géolocaliser les personnes. Ça peut être pas très pratique aussi quand on attend quelqu'un au resto, par exemple, de dire tiens, il est loin, non, il est au coin de la rue, ou voilà. Tiens, il est toujours chez lui, ça c'est un problème. Exact. Je suis en route. Bah non, t'es pas en route, t'es encore chez toi. Oui, c'est ça, on peut plus mentir, on peut plus raconter n'importe quoi. Je suis dans un embouteillage. Oui, mais non. Donc voilà, ça peut avoir son utilité. Je trouve ça, moi, toujours un tout petit peu invasif. Mais bon, voilà. Alors, WhatsApp, j'ai l'impression... Enfin, je dis pas, il y a des pays où c'est même considéré comme le deuxième réseau social, hein, WhatsApp. Je trouve qu'en Belgique, en tout cas, je sais pas au Luxembourg ou en France, mais en Belgique, c'est un petit peu de mal à décoller. Je sais pas ce qu'en pense Marc. Moi, WhatsApp, je l'ai installé. J'ai quelques amis qui utilisent WhatsApp, mais on ne dialogue jamais avec WhatsApp. Je l'ai jamais installé sur aucun de mes téléphones. Voilà, j'ai jamais regardé ce truc. Ça ne me dit absolument rien. Ben non, mais c'est une messagerie. Mais c'est vraiment une référence. Et moi, au Luxembourg, je connais quasi personne qui ne l'a pas. Et d'ailleurs, quand vous installez, vous voyez directement les gens qui utilisent WhatsApp et vous vous rendez compte que finalement, tous vos contacts, enfin moi, sur mes milliers de contacts que j'ai plus de 800 personnes qui utilisent WhatsApp. Ah oui, moi j'étais très étonné aussi de voir effectivement une fois c'était sur un ancien appareil, Android en l'occurrence, que je l'avais installé, et donc il browse toute ta base de contacts et il te dit, voilà, tous les gens qui ont WhatsApp et tous ceux qui sont en ligne au moment où tu te connectes. Et j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait installé, mais très peu qui l'utilisaient en fin de compte. C'est un pays n'est pas l'autre et chacun un petit peu voilà. Et si personne ne l'utilise, à un moment donné, ça peut pas décoller, quoi. Ça me paraît assez logique. Ouais, puis il y a des vieux cons comme nous, hein, qui sont rétro et qui restent bloqués à Messenger. S'il n'y a pas un fil qui va dans le mur, monsieur, moi je téléphone pas. Hein. Non, exactement. Ok, je pense que cette fois-ci, on a fait bien le tour une fois de plus de l'actualité technologique de la semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'était votre dernier mot, comme on dit dans ces cas-là? Oui, je pense. Ok, bon, oui, Jean-Pierre. On va saluer notre ami Bruno et se dire à très bientôt. Marc également, très bientôt. Je pense à la semaine prochaine, Marc, avec Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on se retrouve bien entendu pour le 110e épisode. Ce sera la semaine prochaine. Entre-temps, encore un hors-série qui arrive là très prochainement. À très bientôt. Au revoir.